je suis David Gruson, j'enseigne à la chaire santé de Sciences Po à Paris. Et puis par ailleurs, je suis depuis cette année professeur associé à la faculté de médecine de Paris-Descartes en génétique. Alors je ne suis pas médecin, moi mon champ c'est le droit de la génétique et plus précisément la régulation de l'intelligence artificielle appliquée à la génétique. Donc, je vais vous expliquer ce que nous faisons. J'ai un parcours à la fois opérationnel au sein du système de santé, en direction d'établissement. Le dernier poste opérationnel c'était directeur général du CHU de La Réunion, et puis en cabinet à Matignon entre 2010 et 2012. Mais j'ai commencé mon parcours académique dans la partie technologie d'information et de la communication, en faisant un DEA à Paris 8 sur la technologie d'infocom Paris 8 CNAM, et j'ai fait ma thèse en droit médical sur la prise en charge des personnes âgées. Donc ce parcours-là, finalement, son fil directeur, s'il faut en chercher un rétrospectivement, il ne faut pas réinventer de la cohérence rétrospective, c'est finalement le numérique dans le champ de la santé, sous ses différentes formes, et avec finalement un fil directeur ou un trait directeur qui peut être la question de l'intelligence artificielle. Je ne reviendrai pas sur les notions ou les définitions, puisque Madame De Villers, qui arrive, salut Laurence, a posé tout ça notamment dans la session antérieure, mais je pense que c'est quand même utile de repréciser quelques éléments de contexte que vous connaissez tous, puisque vous êtes immergés dans le secteur. Surtout, évidemment, vous m'interrompez quand vous le souhaitez exactement. Entre le moment où moi j'ai commencé dans le secteur de la santé en 2000 et maintenant, il y a eu une émergence très forte du numérique. On y reviendra tout à l'heure. L'émergence n'a pas été linéaire. Ça a été une période d'avancée, mais c'était aussi une période de freinage. C'était un moment des allers-retours finalement avec des éléments de déploiement qui ont eu certains traits caractéristiques au secteur de la santé. Et puis d'autres mouvements pendulaires liés au numérique dans son ensemble, à l'intelligence artificielle et à la robotisation dans leur ensemble. Mouvements pendulaires que Laurence avait bien décrit dans sa première conférence. On a là des phénomènes qui ne sont pas nouveaux, qui connaissent des éléments d'accélération, des éléments d'intérêt qui varient ou évoluent au fil du temps. On est clairement dans une phase d'intérêt. Est-ce qu'on est dans une phase d'intérêt exagérée ou de cristallisation médiatique? Ça, c'est une question sur laquelle on peut débattre. Néanmoins, il y a un phénomène de rupture technologique avec, sans doute, on reviendra tout à l'heure sur les notions de machine learning, même s'il n'y a pas d'innovation sur la conceptualisation en sciences informatiques, il y a clairement un mouvement d'innovation industrielle avec le déploiement sur une échelle large, dans un espace-temps court, de solutions d'application d'intelligence artificielle et de robotisation en santé. Le mois dernier a été attribuée la première autorisation par la FDA, l'agence de régulation américaine, sur une solution d'IA de machine learning en reconnaissance d'image pour le traitement des rétinopathies diabétiques. Donc on est quelque part dans un mouvement qui s'accélère, qui est encore appelé à s'accélérer, et avec des solutions pratiques en gestation. On est dans un moment en France, en particulier en 2018, qui est le moment de la préparation de la révision de la loi de bioéthique. Exercice franco-français qui se reproduit tous les 7 ans. Moi j'ai connu ça en 2011 à Matignon. Et il y a une option qu'on peut qualifier de courageuse, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, d'avoir mis en tête des états généraux de bioéthique les thématiques intelligence artificielle et robotisation. On pouvait peut-être, au moment de l'engagement du processus, craindre que ce soit une manière d'activer des fantasmes ou d'éveiller des craintes. Et en fait, vous avez vu, a été publiée la semaine dernière la synthèse des états généraux de bioéthique qui montre que finalement, sur ces questions d'IA et de robotisation, l'opinion publique, en tout cas telle qu'elle s'est exprimée par les états généraux de bioéthique, n'est pas fermée, même plutôt ouverte aux demanderesses d'éléments de diffusion du numérique et de recours à ces technologies. Alors, la partie révision de la loi de bioéthique n'est pas terminée, puisqu'il y a une étape au mois de septembre, donc un avis que doit rendre le Conseil consultatif national d'éthique. Et le CCNE nous a demandé à Claude Kirchner et à moi qui est président Claude Kirchner qui est président du comité éthique de l'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle de faire un rapport complémentaire sur ces questions,
avec un zoom sur l'IA et la robotisation. On avait la chance d'avoir la contribution de Laurence sur les questions, une partie des questions qu'elle vous avait évoquées, et puis d'autres là la semaine dernière. Je précise bien sûr que là ce que je vous dis ce soir, je ne le fais pas au titre du CCNE, mais à titre personnel et évidemment académique. Troisième point de départ, on va évoquer un certain nombre de risques éthiques associés au déploiement de l'IA et de la robotisation en santé. Je voudrais, avant d'entrer dans le menu, vous faire partager ma conviction que les deux risques éthiques principaux, ou les problèmes éthiques principaux, ne sont pas associés à la technologie elle-même. La première problématique liée à la diffusion du numérique dans le système de santé, c'est précisément les retards dans sa diffusion. Et le fait qu'on ait beaucoup de retard en France sur le pilotage par les données de santé, même son degré zéro, je ne parle même pas d'intelligence artificielle. Exemple que j'ai vu de près avec un scandale qui éclate sur la gestion de l'insuffisance rénale chronique à La Réunion, mais qui a à voir avec le modèle de financement dans son ensemble. Je vous la fais courte, mais pour que vous mesuriez le sujet, on a un modèle de financement qui survalorise les séances de dialyse en centre lourd et qui conduit en pratique à donner une incitation aux opérateurs dont la seule activité est la dialyse à bloquer en dialyse en centre lourd des patients qui pourraient être pris en charge à domicile ou qui pourraient bénéficier d'une greffe, donc c'est-à-dire traités de manière durable. Donc on a un fonctionnement exactement à l'inverse d'une logique de pertinence des soins qui aurait pu ou dû être repéré plus tôt par un degré zéro de pilotage par les données de santé. Je parle aux profs de santé publique. À La Réunion, il y a une surprévalence triple de l'insuffisance rénale chronique et un recours par rapport à la moyenne nationale et un recours à la dialyse à domicile équivalent au 10e de la moyenne nationale. Donc vous voyez, la simple mise en perspective de ces données aurait dû faire comprendre depuis longtemps qu'il y avait un problème, peut-être comme pour le Mediator. En tout cas, vous voyez, dans la diffusion du pilotage par les données de santé et la diffusion du numérique, il y a aussi un problème éthique majeur, palpable, quantifiable pour des milliers de patients dans notre système, qui est l'insuffisance du pilotage par les données et l'insuffisance de la diffusion du numérique. Et puis le deuxième risque éthique, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, qu'il faut mesurer, c'est que cette révision bioéthique n'intervient pas dans un contexte isolé. Elle intervient dans un contexte de mondialisation rapide, avec, en Amérique du Nord, en Asie, en Chine, des solutions d'intelligence artificielle qui se construisent, se déploient, et avec finalement le risque du Netflix effect, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire d'une intelligence artificielle efficace, conçue ailleurs, dans un cadre d'approvisionnement de données et de fonctionnement dont nous ne pourrions pas mesurer le niveau de transparence et le caractère éthique. Et il y aurait l'effet, comme pour Netflix, de patients et de professionnels qui en fait constatent l'efficacité du service rendu, la fiabilité du diagnostic et en demandent l'importation à notre système de soins, avec derrière le problème éthique, mais aussi le problème économique, puisque derrière l'expérience a montré, que ce soit pour Netflix ou pour Uber, que derrière, si vous mettez un opérateur d'IA en solution en position monopolistique ou presque sur un marché, il a derrière la maîtrise du pricing, avec des effets de bord importants pour le système économique ou social concerné. Alors, ce sur quoi on va réfléchir ce soir, c'est la mise en balance de la diffusion de l'IA et de la robotisation avec la génétique. Donc, la génétique, c'est tout simplement, basiquement, il faut rappeler la définition, c'est une science de l'hérédité qui étudie les caractères héréditaires des individus, leur transmission au fil des générations et leurs variations, ce qu'on appelle les mutations. Je vous le disais en introduction, je ne suis pas médecin, mais c'est important de rappeler que la génétique, en fait, comme la gérontologie, n'est qu'en partie une science médicale. Vous avez une sous-déclinaison de la génétique qui est la génétique médicale, de la même manière que vous avez une sous-déclinaison médicale de la gérontologie qui est la gériatrie. Donc analyser les sciences de l'hérédité et la transmission des caractères héréditaires peut se faire sous des prismes complémentaires et différents du prisme médical, le prisme du droit, le prisme des sciences humaines et sociales, et le prisme de l'informatique. Et c'est sans doute là le point qui appelle les développements les plus importants dans les mois qui viennent.
Alors, qu'est-ce que c'est l'initiative Ethikia? Écoutez, au départ, ça n'a aucune forme et ça n'en a toujours pas, si ce n'est d'être une initiative académique et citoyenne. Au fil du parcours que je retraçais brièvement tout à l'heure, j'ai eu la chance de rencontrer à la fois des professionnels de santé, des universitaires, des chercheurs qui s'intéressent à ces questions numériques et santé, soit des professionnels de santé qui acquièrent un intérêt pour la question numérique, soit des professionnels de l'informatique et du numérique qui viennent toucher l'application sur la partie santé. Et on a déclenché cette initiative donc, en gestation, en fait, si on veut, depuis pas mal d'années déjà. Plus formellement, au mois de septembre, à l'occasion de l'enclenchement de la mission Villani sur l'intelligence artificielle. Et puis dans le cadre de la préparation du processus bioéthique pour porter l'idée d'une régulation positive du déploiement de l'IA et de la robotisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le déploiement de l'IA et de la robotisation est incontournable, irréversible, que pour l'essentiel, il produira des gains très importants en termes de qualité de prise en charge et d'efficience pour notre système, mais qu'il y a un certain nombre de risques éthiques associés qu'on peut essayer de prévenir, non pas uniquement dans la réflexion de principe, mais par la mobilisation d'outils pratiques, de techniques de régulation de cette diffusion pour essayer de prévenir ces problèmes éthiques. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, je voudrais développer plusieurs idées devant vous. La première idée, c'est, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'algorithmique génétique? Et pour ça, même si les collègues ont bien posé toutes les notions dans les séances précédentes, il faut sans doute revenir à la racine de ce qu'est le big data, en tout cas dans la manière dont on essaie de l'appliquer en santé, pour essayer de dépasser les mythes et réalités du big data. Alors, le big data, il a une clarté appliquée à la santé apparente. C'est la collecte massive de données de santé dans des entrepôts de données, dans du cloud, dans des lieux de stockage de ces données, le cas échéant avec un point d'interface qui sont des objets connectés, que ce soit vos smartphones ou alors des objets connectés qui sont en lien directement avec la corporéité. Ça a une apparente clarté juridique, donc avec un cadre national de la collecte des données qui n'est pas récent, avec la loi informatique et liberté de 78, le règlement général sur la protection des données, vous savez, ce cadre de droit européen qui est entré en vigueur le 25 mai dernier, qui a été transposé en France, qui renforce la protection des données personnelles, et depuis avant-hier, la décision du Conseil constitutionnel rendue sur la loi qui transpose le RGPD en France. Alors, je viens de faire un petit commentaire de cette décision, vous pourrez le voir si ça vous intéresse sur mon compte Twitter. Ça me semble être une décision importante, donc je me permets de l'évoquer en passant, parce qu'elle n'est pas complètement étrangère à notre sujet. Le Conseil constitutionnel donc analyse la protection des données en général, pas sous l'angle spécifique des données de santé, même s'il confirme le caractère particulier des données génétiques, et il crée du droit sur 2 points. Il dit que dans une décision individuelle prise par algorithme, il y a une obligation d'information de l'usager du recours à l'algorithme, obligation d'information préalable. C'est un des points précisément dont on avait relevé avec Ethikia dans l'outil qu'on avait diffusé en mars, les 5 clés de régulation de l'IA et de la robotisation santé, un des points qui nous semblait manquant dans le système. Donc depuis avant-hier, interprétation du Conseil constitutionnel posant cette obligation. Vous savez, c'est une décision dite d'essai, c'est-à-dire une décision de contrôle de constitutionnalité avant l'entrée en vigueur de la loi, mais depuis la révision constitutionnelle de 2008, le Conseil a une capacité de contrôle de ce qu'on appelle des questions prioritaires de constitutionnalité, c'est-à-dire une question de constitutionnalité qui est élevée à l'occasion d'un litige individuel. Ça veut dire que maintenant, demain, un patient qui s'estimerait insuffisamment informé du recours à un algorithme pourrait aller en justice à l'occasion d'un dommage individuel et s'appuyer sur cette doctrine du Conseil constitutionnel pour demander l'indemnisation de son dommage. Et puis, deuxième point d'interprétation posé par le Conseil constitutionnel, plus compliqué à lire. Donc, je suggère une interprétation, je pense qu'on pourra en discuter ou elle sera discutée. Le Conseil dit qu'il ne peut pas y avoir dans une décision individuelle, alors il parle de décision administrative individuelle, mais ça s'applique aussi à une décision médicale, de décision prise par le recours exclusif à un algorithme apprenant.
Vous voyez, il va quand même assez loin. Le conseil constitutionnel fait du droit du machine learning. Alors après, tout dépend de la notion d'exclusivité. Soit on prend ça au pied de la lettre et ça veut dire que la France interdit toute décision autonome à l'intelligence artificielle en santé, et je pense que c'est une interprétation beaucoup trop rigoriste. Il faut sans doute le lire. On avait proposé dans nos clés de régulation l'idée de faire reconnaître une notion, et j'y reviendrai tout à l'heure, de garantie humaine de l'intelligence artificielle. Vous voyez, un mécanisme de supervision humaine au fil de l'eau sur la collecte des données ou a posteriori. Et ça me semble être la voie ouverte à ça. C'est-à-dire qu'il faut sans doute interpréter cette décision du Conseil ou cette interprétation comme étant la notion que finalement on peut certes laisser un algorithme prendre des décisions tout seul, mais à condition qu'on ne le laisse pas tourner tout seul, qu'il y ait un mécanisme de supervision accompagné au fil de l'eau. Et puis troisième notion, donc vous voyez, il y a déjà... En tout cas, pour ceux qui portaient la notion qu'il n'y a pas assez de droits de l'intelligence artificielle et de la robotisation en France, on voit qu'il y a une construction qui est en fait assez dense et qui s'est densifiée là, dans les 15 derniers jours de manière importante, RGPD et un droit constitutionnel de l'IA et de la robotisation forgé par le Conseil dans cette décision. Donc ça veut dire que l'espace peut-être de législation, y compris dans la loi bioéthique ou de législation complémentaire, se restreint, mais ça ce sera un choix politique. Clarté du big data également en termes de santé publique, c'est ce que je vous disais à propos de l'insuffisance rénale. Le but de cette collecte de données, c'est d'améliorer la qualité des soins, les droits des patients, la connaissance scientifique, de développer des programmes permettant d'améliorer l'efficacité de notre système de soins. Mais vous mesurez bien que la réalité du big data est plus compliquée. C'est d'abord une notion, là, d'un point de vue plus politique, qui est, disons, non neutre. Vous voyez, c'est un peu comme Maastricht à l'époque de la révision Conseil de 92, vous aviez les supporters de Maastricht qui disaient Maastricht avec un air réjoui et en souriant. Donc là, vous avez les supporters du big data qui voient la résolution de toute chose dans notre système. Et puis vous avez ceux qui disaient Maastricht en fronçant les yeux. Et là, vous avez les opposants en big data, Big Brother, qui approchent le sujet de manière binaire. Et en fait, ma conviction personnelle, c'est que la notion de big data est assez inadaptée à la santé, parce qu'elle porte la notion que toutes les données de santé en fait se vaudraient. Et pour ceux qui, comme vous, peuvent avoir une pratique de ça, vous voyez bien que toutes les données de santé ne se valent pas. Ma lecture personnelle, c'est que l'essentiel des données peuvent être partagées dans un cadre sécurisé pour notre plus grand bien collectif. Vous voyez, je passe mon temps à avoir des pas qui s'incrémentent sur mon iPhone, et puis il y a des éléments de connaissance de ma situation médicale ou administrative dans le SNIRAM, et je m'en porte très bien, on peut sans doute aller plus loin. Par contre, sur la petite minorité de données sensibles, il y a sans doute à avoir une réflexion plus précise. Et cette idée-là qu'il faut essayer de mieux distinguer les données en fonction de leur sensibilité, qui est finalement assez peu présente dans le RGPD, a été vue par le législateur bioéthique dès la loi de 1994, qui a défini, on arrive sur le sujet, un statut particulier pour les données génétiques. Vous voyez, il a fixé un cadre juridique particulier pour le traitement des éléments de données génétiques en mettant en place un mécanisme d'autorisation par la CNIL après avis d'un comité consultatif d'experts chargé d'analyser la méthodologie du programme de recherche. C'était la manière en termes juridiques de reconnaître un statut plus spécifique aux données génétiques. Alors si on vient sur le sujet de l'algorithmique génétique. Et je vais essayer d'approcher la notion de point de contact que je vous apporte ce soir. Alors ce que vous avez sous les yeux, ça n'est pas un chou-fleur qui aurait eu des problèmes, c'est pas une explosion nucléaire, encore que, c'est un blob. Alors le blob, vous savez peut-être ou peut-être pas ce que c'est. Je vous renvoie aux travaux du professeur Audrey Dussoutour, qui est de l'université de Toulouse. En fait, le blob, c'est un champignon qui a la caractéristique d'être la plus grande cellule au monde. Donc en fait, vous voyez, c'est une cellule qui a une capacité à penser, à s'adapter et à apprendre. Et qui peut se développer sur des surfaces atteignant jusqu'à plusieurs mètres. Et en fait, ce blob, comment est-ce qu'il fonctionne et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il fonctionne parce qu'on peut établir toute une série de points de contact entre le blob et le développement de l'intelligence artificielle de machine learning. En fait, le blob, à partir de sa construction initiale,
de la cellule initiale, de son programme initial, se diffuse sur des terrains physiques connexes et il a la capacité à apprendre. Alors les blobs n'aiment pas le sel. Vous voyez, les terrains où il y a du sel, c'est pas leur environnement. Donc ce que sait faire un blob, c'est que quand il s'avance sur un terrain et découvre qu'il y a du sel, il a la capacité à stopper son développement et à le reprendre ailleurs pour contourner le terrain salé. Et puis il a des capacités d'apprentissage qui sont encore plus impressionnantes. C'est que quand sur son chemin, il rencontre un autre blob qu'on appelle un blob naïf. C'est-à-dire un blob, vous voyez, qui n'aurait pas eu tout le vécu d'apprentissage du blob précédent, qui n'aurait pas pré-repéré les terrains salés. Et bien, le blob qui a appris transmet son patrimoine de connaissances à toute la surface du blob naïf. Et ça ressemble beaucoup à des systèmes neuronaux de connexion et de transmission d'informations qu'on retrouve dans les technologies dites de deep learning. Alors, donc vous voyez, il est fascinant ce blob parce que la nature a inventé l'algorithme avant même qu'on ne le pense, et il y a une forme de mimétisme paradoxal. Comme Laurence l'a bien et parfaitement rappelé, le machine learning n'est pas du tout une notion nouvelle. Alors, je vais vous le dire avec mes mots à moi, qui ne sont pas des mots d'informaticiens, mais on va dire de connaisseurs à distance de ces éléments-là. Bonsoir, Madame Dorgeval. C'est en gros l'algorithme de machine learning, c'est un algorithme qui a la capacité de produire tout en restant dans le prisme de son programme initial, une nouvelle version de lui-même, plus améliorée, au fil de son apprentissage de traitement de données. Et il le fait en écartant au fil du temps des hypothèses qu'il considère comme aberrantes par rapport au scénario central ou à l'essaim central de traitement de données qui l'opère. Et ces notions-là, qui ne sont pas nouvelles dans la science informatique, ont été en fait forgées depuis longtemps. Depuis en réalité plus de 30 ou 40 ans. Et les travaux fondateurs de ça sont des travaux qu'il faut renvoyer à l'école dite de Chicago, John Holland et David Goldberg, qui, à partir de l'ouvrage de référence, je vous mettrai tout ça dans le dossier de la conférence de John Holland, c'est 75, et la notion même de machine learning remonte à un ouvrage de David Goldberg de 1989. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que au moment où le professeur de Villers allait commencer quelques années après ses travaux de machine learning, mais dans l'application, comme elle vous l'a montré, ceux qui avaient théorisé le machine learning observaient un phénomène informatique ou une innovation informatique qui était cette capacité de l'algorithme à produire de nouvelles versions plus perfectionnées de lui-même. Sauf que ils constataient l'innovation informatique, mais ils ne savaient pas très bien l'expliquer en termes informatiques. Et donc ce que font Holland et Goldberg à l'époque, c'est qu'ils importent le vocabulaire génétique dans l'informatique. Et vous voyez, l'intuition est géniale, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'on dit un code informatique 0,1 qui produit une nouvelle version de lui-même. C'est comme si, vous voyez, le 0 ou le 1, c'est un gène dans une séquence de code qui compare à une séquence ADN. Et donc un algorithme de machine learning qui bouge, qui s'améliore dans le temps, ils constatent qu'il y a une mutation. Ils vont même jusqu'à parler d'enjambement de gènes, vous voyez, de croisement de gènes. Enfin, ils importent de manière métaphorique pour décrire l'évolution des algorithmes de machine learning tout le vocabulaire de la génétique, en forgeant une discipline nouvelle qu'ils appellent l'algorithmique génétique en termes scientifiques, et en termes vulgarisés, c'est tout le courant de ce qu'on appelle l'artificial life. Et donc ça, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on décrit des process artificiels d'évolution des algorithmes à partir d'un vocabulaire importé des sciences du vivant en général et de la génétique en particulier. Et ce à quoi on assiste là dans la période dans laquelle on est, c'est que, et je reviens sur le mimétisme de mon blob,
c'est que vous voyez cette capacité à muter, à apprendre, à enjamber, le blob l'a acquis assez vite. Sauf que quand Holland et Goldberg forgent les concepts de l'algorithmique génétique, ils ont à l'époque aucune idée que 40 ans plus tard, l'outil informatique qu'ils étaient en train de conceptualiser allait pouvoir s'appliquer à la génétique elle-même. Et que l'intelligence artificielle en santé allait pouvoir, en 2018, traiter des données génomiques et les agréger à d'autres types de données que l'IA en santé peut traiter. Alors, c'est là où où j'arrive à ma notion de point de contact. Et il faut revenir un petit peu en arrière pour que vous compreniez comment l'IA en santé se structure dans sa séquence de machine learning. Vous avez en gros plusieurs catégories d'IA en santé qui aujourd'hui essayent de se positionner sur le marché. Vous avez l'IA de reconnaissance d'image, c'est l'exemple que je prenais sur la rétinopathie diabétique. En France, c'est une solution presque mature, Therapixel, qui en fait est de la reconnaissance d'image en mammographie. Vous avez la même technique sur l'ophtalmologie. Là, vous comprenez, l'apprentissage se fait en analysant des milliers, des millions d'images et en essayant de repérer des diagnostics. IA de reconnaissance d'image. Puis vous avez deuxième catégorie, on peut peut-être rattacher à cette catégorie-là Watson d'IBM, ce que j'appellerais de l'IA de contexte. C'est-à-dire en fait une intelligence artificielle qui essaye de donner une vue très très large du champ de savoir mobilisable, mais en restant dans une logique d'aide à la décision du médecin ou du soignant. Et donc en fait ce que fait Watson, c'est qu'il va aller chercher dans la littérature scientifique, dans les essais cliniques, dans des données médicales, des éléments d'aide au diagnostic qu'il va proposer au médecin. Le médecin après choisissant ou pas de suivre ses orientations. Et puis vous avez une troisième catégorie d'IA, c'est plutôt sur celle-là que je m'attarderai pour vous faire comprendre mon idée de point de contact. C'est l'IA qu'on pourrait appeler l'IA de parcours. Et c'est plutôt sans doute à cette catégorie-là qu'on peut rattacher les solutions qui sont développées chez DeepMind de Google. Donc en fait, DeepMind a structuré son intelligence artificielle à partir des données de 8 hôpitaux du NHS. Jean-François Gobelin était là, on avait vu ça ensemble l'an dernier. Donc en essayant d'analyser, vous voyez, Watson spectre large au départ, DeepMind, on se focalise sur un segment déterminé, la prise en charge d'un épisode d'insuffisance rénale sévère. Et puis après, on va codifier en hypothèse 0, 1, vous voyez des hypothèses informatiques, les manières de gérer l'épisode de soins. Est-ce qu'il faut un médecin, est-ce qu'il faut une infirmière, est-ce qu'il faut une image, est-ce qu'il ne faut pas d'image, comment est-ce que j'interprète l'image. Vous voyez, donc là on peut plugger dessus une IA subsidiaire de reconnaissance d'image, et vous voyez en fait un réseau de possibles qui se diffuse en 2D, et vous voyez très bien le schéma. Vous avez le patient A qui arrive aux urgences et qui a un réseau d'options de prise en charge qui en fait se déploie séquentiellement avec certaines options qui seront activées, d'autres pas, mais dès le départ on imagine le réseau d'options. Et puis vous avez le réseau d'options possibles pour le patient B, et puis vous avez un moment où ces réseaux d'options peuvent se couper, c'est-à-dire que vous avez la même option de prise en charge proposée au même moment du parcours pour deux patients différents. Et donc là, vous voyez, ça ressemble beaucoup en informatique à ce qu'on appelle de l'hypertextualité. Comme sur Internet, quand vous cliquez sur un lien dans une page qui vous emmène sur un autre lien. Et donc l'IA de parcours a la capacité, via les hypertextualités entre parcours de prise en charge de patients, de s'appuyer sur ce qu'elle sait du parcours du patient A pour essayer de mieux traiter le patient B. Donc vous comprenez ça, un réseau en 2 dimensions, approvisionné à partir de données de recherche, mais aussi de données cliniques médicales. Là où c'est important de bien mesurer les choses, c'est le branchement du génome.
Et en fait, c'est là où on arrive par rapport. Donc je reviens à mon point de contact. On est même réseau d'options possibles entre le patient A et le patient B. Sur cette notion d'hypertextualité là. Si vous ajoutez dessus un bloc de données complémentaires, les données génomiques, c'est comme si vous permettiez à l'IA d'ajouter en fait une troisième dimension de raisonnement. C'est-à-dire que l'IA pourra repérer à ce croisement des parcours de prise en charge des patients l'antériorité médicale, mais elle sera aussi capable de remonter dans le génome des deux patients pour voir si est-ce que finalement le fait que ces deux patients soient dans la même situation clinique, est-ce que ça peut avoir une explication génétique? Est-ce qu'il y a un élément d'hérédité ou de patrimoine génétique commun qui peut expliquer le fait que ces deux patients-là se retrouvent dans la même situation? Et donc vous voyez un plan de dimension en 3D où le point de croisement de la base décisionnelle clinique, les points de croisement vont pouvoir être projetés sur une rationalité génomique. Et donc du coup, quand on fait ça, quand on branche on plug des données génomiques ou notre génome sur des données cliniques, qu'est-ce qui se passe? Et ben, à vrai dire, je sais pas, et il n'y a sans doute pas grand monde qui sait, puisque c'est actuellement l'horizon de recherche et développement des grands acteurs industriels du développement de l'intelligence artificielle en santé. Avec des stades variables de recherche et développement, je suis loin de tout savoir. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire avec un certain niveau, je dis pas de certitude parce que on peut être sûr de rien sur cette matière-là, mais un certain niveau de confiance, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui de système d'IA intégré qui agrège une cartographie complète des situations cliniques avec une base de données génomique suffisamment profonde. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on branche la base de données ou de données génomiques sur ce point de croisement de données cliniques? C'est ce que j'appelle le point de contact. Point de contact entre, vous comprenez, l'algorithmique génétique, l'IA de machine learning qui a appris, et la génétique algorithmique, c'est-à-dire les données génomiques qui vont aller entrer dans la base de données sur laquelle s'appuie l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi je pense qu'il peut y avoir un double effet de diffusion, qui à ce stade-ci, dans la littérature sur cette question, déjà il y a assez peu de références, mais je vois souvent un des deux aspects du sujet. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de médecine prédictive. Et donc vous comprenez le sujet, c'est qu'à partir du moment où l'IA est en capacité de raisonner en 3D en considérant notre génome, ça modifie la manière dont elle va essayer d'orienter la suite du parcours du prise en charge des patients, passé l'instant T où elle a fait son analyse génomique. C'est-à-dire qu'elle orientera différemment la prise en charge du patient, elle prendra des décisions différentes dans la mesure où elle connaît notre patrimoine génétique, et c'est sans doute très bien parce que ça permet de mieux prédire les choses. Effet de diffusion donc sur la partie orientation clinique prise par l'intelligence artificielle. Mais il y a sans doute un deuxième effet de diffusion, c'est que quand vous faites le contact entre l'IA et les données génomiques, quand vous lui donnez un plan de raisonnement, une troisième dimension de raisonnement de cette ampleur-là, c'est sans doute, là cette fois au sens de Holland et Goldberg, une mutation du code lui-même. C'est-à-dire que ce qu'avaient observé Holland et Goldberg, c'est que au fil du traitement de données de machine learning, le code peut muter, se transformer, mais là c'est comme si vous lui faisiez en gros découvrir un continent nouveau en lui donnant accès à nos gènes. Donc, quelle sera l'ampleur de cette mutation au sens algorithmique du terme? C'est la question qui est posée, c'est le point de contact. Et vous voyez, Elon Musk avait fait le comparatif entre l'intelligence artificielle et la bombe atomique. Alors il a du talent de polémiste, et puis il y a un certain nombre d'acteurs ou d'auteurs qui font commerce d'essayer d'agiter un peu des angoisses sur ces questions. Je pense qu'il ne faut pas se faire
peur de manière inutile, mais vous comprenez là qu'on a un objet qui est un objet à regarder, à réguler, et que ce qui se passera ou ce qui se répercutera du point de contact ou de la rencontre de ces deux univers, intelligence artificielle et données génomiques, est à suivre de près, parce que ce qui est en jeu, c'est finalement l'avenir du vivant. Alors, quels sont précisément ces enjeux de régulation? Alors là, la science-fiction nous a battu et rebattu les images, parfois de manière très talentueuse. Là, je vous ai mis l'image de Matrix, sur finalement ce point de tension entre les machines et le corps humain. Vous avez, que ce soit dans Matrix, dans Terminator, cette idée que nous aurions des machines mal intentionnées qui veulent nous avilir et exploiter notre corps, donc exploiter nos gènes. Et oui, dans Matrix, c'est poussé à l'extrême, parce que la matière organique, la matière génétique est réduite à l'état de matériaux pour fournir du carburant à des machines qui n'en ont plus, pour que leur permettre de continuer à pourchasser ce qui reste de l'humanité résistante. Donc, vous voyez, il y a ce thème-là, le matériau corporel, le matériau génétique, exploité au service des machines. Alors, quels peuvent être les enjeux de régulation? Et encore une fois, vous m'avez compris, les enjeux de régulation de ce contact, de ce point de contact entre la génétique algorithmique, entre l'algorithmique génétique et la génétique algorithmique. On peut déjà avoir une réflexion sur est-ce qu'il y a des effets en termes de responsabilité. Donc, vous avez compris, l'intention est plutôt d'essayer de mesurer les choses et d'essayer de qualifier les différents risques potentiels. Sur les questions de responsabilité, c'est faux, évidemment, de présenter ce que l'on vit en ce moment comme une nouveauté absolue. L'idée qu'il y aurait une pesée des machines et de l'intelligence artificielle sur le corps, nos corps et la matière génétique dans toutes ses composantes est en fait une idée ancienne. Comme l'avait rappelé Laurence, les concepts de l'IA ont été forgés dès les années 50. Et quand on regarde le prisme par le sujet santé, vous mesurez bien que la robotisation des plateaux, si on fait un sujet rétro-chronologique, la robotisation en chirurgie s'est développée depuis une dizaine d'années, la robotisation du circuit des médicaments depuis une quinzaine d'années, et l'informatisation des plateaux médico-techniques de laboratoires avec des systèmes experts dotés d'un certain degré d'autonomie dans la réalisation des examens depuis en réalité 25 ans, sous des formes différentes. Et si on remonte au plus loin, et donc vous voyez, d'une certaine manière, en faisant ça, même si ce n'est pas des outils de génétique pure, les machines, les intelligences artificielles ont des incidences sur la réalité du corps, donc ce qui constitue la matière de nos gènes. Et ce qui est intéressant, c'est que au plus ancien, en fait, il y a ELISA, et que un des premiers chatbots, un chatbot de Weizenbaum, qui était un informaticien autrichien, et qui en fait, ELISA était un chatbot qui en fait, je ne sais pas si l'expérience d'ELISA aujourd'hui serait considérée comme toujours éthique, c'est-à-dire que Weizenbaum prend un groupe de dépressifs, il le divise en deux, il y a le groupe A qui échange avec un ordinateur derrière lequel il y a un vrai psychothérapeute, et puis il y a le groupe B qui parle avec ELISA. Et vous voyez, il pose des questions, ELISA pose des questions très simples en mode 1962. Pourriez-vous préciser? C'est très intéressant. Pourriez-vous aller plus loin? Ça m'a développé. Et à la fin, Weizenbaum tire une enquête de satisfaction. Est-ce que ça vous a fait du bien? Et les résultats sont presque équivalents entre les deux aspects. Donc vous voyez, ça nous incite non seulement à l'humilité, mais à une profondeur de champ, sur l'idée que le fait que des outils informatiques puissent aller pénétrer jusqu'au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire là la psyché, c'est un élément presque aussi sensible, je n'y mets pas de gradation avec la génétique, mais que des machines puissent aller plonger jusqu'au plus profond de nous-mêmes n'est pas du tout une notion nouvelle. En termes de responsabilité, d'un point de vue plus juridique, ma conviction c'est que aujourd'hui, le cadrage classique de notre bonne vieille responsabilité du fait des choses et le régime de responsabilité du fait des produits défectueux sont suffisants pour traiter 99,9% du sujet. Qu'est-ce que c'est ce cadrage? Responsabilité du fait des choses,
celui qui garde, le gardien de la chose, celui qui garde une chose, un programme informatique, est responsable des dommages causés par cette chose. S'ajoute à ça la loi de mai 98 qui a transposé une directive de 1985, c'est le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Quand vous avez une défectuosité d'un produit, la jurisprudence admettant un programme informatique comme étant un produit, eh bien c'est le producteur qui est responsable. Il l'est sauf en cas de force majeure ou en cas de risque de développement, c'est-à-dire le risque qu'on ne pouvait pas prévoir en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Et donc, vous voyez, cet attelage-là règle aujourd'hui l'essentiel de nos régimes de responsabilité. Il ne faut pas aller trop vite dans le déséquilibre de régime de responsabilité. Mais quand même, quand on réfléchit là aussi en prospective, quand on réfléchit à ce point de contact entre algorithmique génétique et génétique algorithmique, on voit bien que ce cadrage juridique touche sa limite, parce que je reviens à mon schéma d'IA apprenante à qui sur laquelle on plug une base de données génomique. Le producteur qui a mis sur le marché l'IA ou l'algorithme dans sa première version ne pouvait pas imaginer quels seraient les effets du point de contact avec la base de données génomique. Donc on est là dans le risque de développement pur. Et les dommages qui résulteraient de cette mutation au sens algorithmique de l'IA et des effets qu'elle provoquerait, notamment en termes d'orientation des parcours du patient, logiquement ne pourraient pas être imputés au producteur de l'algorithme initial. Vous voyez bien qu'il y a une limite et que ça appelle sans doute la reconnaissance de régime de responsabilité sans faute. C'est pas quelque chose d'innovant, hein. Ça existe dans toute une série de champs du droit de la santé, par exemple en matière de vaccination. Les dommages qui se produisent très très rarement liés à la vaccination font l'objet d'une indemnisation par un fonds de responsabilité sans faute. Pareil pour les victimes de risques liés à la transfusion sanguine. Des régimes de responsabilité sans faute. Ce que je pense, c'est que le fil du développement du machine learning, y compris ce point de contact entre algorithmique génétique et génétique algorithmique, va aller amener sans doute, tôt ou tard, la reconnaissance de régime de responsabilité sans faute pour couvrir, vous voyez, la partie du dommage lié à l'Ubercar qui est absolument non rattachable au programme initial. Et la partie du diagnostic posé par l'IA qui ne sera non rattachable au dommage initial. Et que ça, sans doute, il ne faut pas commencer à prendre le sujet au niveau national. Parce que si on crée un régime spécifique en France, sur un champ de développement potentiel qui à l'avenir peut être très important, c'est la meilleure manière d'assécher un financement global, parce que les régimes de responsabilité sans faute sont assis soit sur des financements publics, soit sur des cotisations d'une population à risque, comme dans le cas du régime d'indemnisation des accidents médicaux les plus graves. Alors, cette logique-là est alimentée par ce qu'on pourrait appeler l'inversion du test de Turing. Vous connaissez le test de Turing, c'est un outil qui permet c'est un test qui permet de distinguer un échange homme-machine avec une correspondance de messages écrits. Pensez à l'imagerie aujourd'hui. La totalité des scans et des IRM, ce sont du code. C'est du code numérique. Donc, dans cet environnement-là, c'est le programme informatique d'intelligence artificielle qui sera plus habile que l'observateur humain à décrypter le code parce qu'il est dans son propre champ de langage. Et donc vous voyez que cette inversion du test de Turing, au sens où désormais c'est l'IA, la machine, qui est plus à l'aise que l'être humain pour déchiffrer le code, ajoute une logique complémentaire d'inversion finalement de la présomption de responsabilité entre l'homme et la machine. Alors, on touche finalement sur cette question-là à la définition même du vivant. Je vous parlais de l'artificial life. Tout ça se déploie, ce qui n'était que métaphore au moment où Hollande et Goldberg posaient leur concept, aujourd'hui prend une dimension très concrète avec un risque réel de marginalisation du corps humain. Pourquoi ? Parce que nos corps eux-mêmes modifient leur contexture à mesure que nous développons des objets connectés.
Nous contribuons à repousser la frontière entre ce qui est artificiel et naturel. Là, j'entre pas dans les questions de transhumanisme, c'est pas ce que j'analyse. J'essaie de le regarder peut-être par un prisme plus juridique ou plus opérationnel. Pour moi, en droit, c'est l'apparition d'une catégorie nouvelle qui transcende la division classique en droit romain entre les personnes et les biens. Vous voyez, je suis un exemple totalement addict au smartphone. C'est un élément de corporéité prolongée, quoi. Par contre, à ma connaissance, je réfléchis, à ma connaissance, j'ai pas d'objet connecté directement rattaché à mon corps. Ça viendra sûrement assez vite. Mais qu'est-ce qui est là-dedans? La frontière entre mon code génétique vivant et le code d'algorithmique génétique de mon smartphone. Je ne saurais pas vous dire aujourd'hui exactement s'il y a... Alors, il y a une frontière parce que je suis capable de l'éteindre. Il produit des effets psychiques parce que la semaine dernière j'ai eu expérience désagréable, un hacking du cloud de mon iPhone. Donc j'ai perdu des données. Alors heureusement je ne mets pas les fichiers sur le cloud, mais j'ai perdu le répertoire et je me suis senti mal psychologiquement. Alors c'était pas un phénomène de génétique pure. Il y a eu des réactions organiques, je passerai sur les détails, mais j'étais pas bien. Et donc du coup, vous voyez ce mouvement à mesure que nous absorbons des objets connectés, brouille la frontière entre ce qui est du gène biologique et ce qui est du gène informatique. Le second mouvement de marginalisation, c'est l'idée d'une personnage juridique ou d'une personnalité juridique. Vous voyez, il y a un débat en droit sur est-ce qu'il faut reconnaître ou pas une personnalité juridique à l'IA et aux robots. Et qu'il faudrait faire une grande déclaration ou poser ça dans du droit dur. Je pense qu'en fait la question en réalité se règle toute seule, ou en tout cas en droit doit suivre un petit peu au fil de l'eau, avec l'idée d'une boucle paradoxale de l'IA et du corps. Pensez à une solution d'imagerie. Vous voyez, à mon IA qui pilote le parcours de prise en charge du patient et qui à un moment donné s'appuie sur une IA de reconnaissance d'image pour interpréter un cliché de radiologie. D'une certaine manière, tout le traitement du parcours là est digital. L'IA s'appuie sur une IA secondaire de reconnaissance d'image et elle fait un diagnostic qui, au fil des traitements de données, a de bonnes chances d'être plus parfait qu'un diagnostic humain parce que la présomption d'erreur ne reposera plus sur l'IA. Mais vous voyez bien qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que pour servir les objectifs du programme et pour être pleinement efficiente, en termes de santé, l'IA a intérêt à rester le plus longtemps possible dans l'univers des codes. Et tant qu'elle déchiffre du code, elle est à l'extrême purement efficiente. Mais si elle reste que dans l'univers du code et qu'elle ne vient pas nous toucher dans notre réalité corporelle, soit sous forme de diagnostic, soit sous forme d'acte, elle ne sert à rien. Vous voyez, il y a une boucle paradoxale de l'IA et du corps. Si l'IA reste dans son jus informatique, elle est parfaite, mais elle ne sert pas à l'objectif initial de son programme, qui est d'apporter un mieux-être pour notre corps et nos gènes définis au sens biologique du terme. Et puis le troisième mouvement de marginalisation, peut-être à l'extrême du vivant, c'est l'effet trou noir de nos personnels numériques. Vous en faites l'expérience déjà, tous les jours. Moi, je l'ai faite pour la première fois, pour tout vous raconter, il y a à peu près 3 ans. Quand j'ai reçu sur Facebook le premier reminder d'anniversaire d'un ami qui était mort 3 mois plus tôt. C'est un champ de réflexion de Laurent sur le numérique et la mort. Cette expérience-là, vous voyez, il y a déjà en droit aujourd'hui tout un débat sur la patrimonialité et la transmissibilité pécuniaire des signes que nous avons laissés dans l'univers des codes. Et donc d'une certaine manière, pensez à la semaine écoulée, réfléchissez aux actes juridiques, aux contrats, aux dépenses que vous avez faites. Quelle a été la part respective des dépenses physiques, des billets, des pièces, des contrats que vous avez signés avec votre stylo et des actes numériques? Il y a bien un mouvement de marginalisation progressive de la réalité physique des actes juridiques et donc du coup d'auto-alimentation de nos personnes numériques
qui ont une part de vie propre dans l'univers des codes et qui se détachent progressivement de nos gènes au sens biologique. Troisième enjeu, du point de contact, la notion de délégation de consentement. Je reviens à Netflix et vous allez comprendre ça là aussi très très bien. Alors, petit sondage, qui a Netflix à la maison dans la salle? Pauline, voilà, bon, à moitié. 50-50. Donc Netflix, c'est en gros une IA qui vous propose à la base des programmes télé, des séries télé. Je suis assez consommateur de séries télé. Et donc ça fait, j'ai Netflix à la maison depuis septembre. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec Netflix, mais je dis devant la caméra que je suis très heureux comme consommateur des programmes qu'on me propose. Simplement, je mesure, plus j'avance dans ma satisfaction et plus ma satisfaction s'approfondit, que plus je regarde Netflix, plus j'ai de chances de regarder Netflix à l'avenir. Parce que je suis très heureux des séries que j'ai regardées, et parce que à chaque fois que Netflix me fait des propositions, il vise juste, parce qu'il s'appuie sur mon expérience de consommation, et il s'appuie sur des taux de recommandation astronomiques, 98-99% de recos pour cette série-là. Et donc du coup je regarde. Et je continue, et je vais sans doute à l'avenir de plus en plus à regarder, mais j'ai conscience que du coup dans le même temps je lis plus Télérama, et je lis de moins en moins de critiques de séries télé ou de petites séries auxquelles j'aurais échappé. Ça veut dire que ma satisfaction d'ensemble augmente. Ça ne m'arrive plus d'aller à la Fnac, j'ai pas d'action non plus à la Fnac, d'acheter un DVD et de tomber sur une série dont je suis déçu. Je suis maintenant très rarement déçu. Par contre, je passe à côté peut-être de pépites que j'aurais pu. Donc vous voyez, le sujet, c'est que je consens comme consommateur. À tout moment, je peux refuser la proposition que me fait Netflix. Mais en pratique, je ne le fais pas. Ma faculté de refus existe toujours en droit, mais de facto, je délègue à l'IA une partie de ma faculté à consentir parce qu'elle est efficace et parce qu'il y a d'autres personnes qui me disent qu'elle est efficace et qu'elle s'appuie sur un niveau d'évidence de traitement de données qui est très très élevé. Et vous voyez le sujet évidemment en médecine, c'est que vous êtes patient ou même médecin de première ligne, vous avez une IA en santé qui vous propose une option diagnostique avec 99% de taux de recommandation en appuyant sa préconisation sur des millions de cas antérieurs. Vous êtes toujours libre de dire non, ça ne me plaît pas, mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir une bonne capacité de recul. Et si en plus, donc vous voyez, ce risque, il existe de manière intrinsèque à l'intelligence artificielle en santé, et il est d'une certaine manière maximisé par le plug des données génomiques sur la base de données que traite l'IA, parce que si en plus la recommandation est assortie d'éléments documentés à partir de votre hérédité et de ce qui constitue votre vivant à vous, là, votre capacité à refuser le traitement, ça me nuise encore. Alors on peut se poser la question, hein, encore une fois, vous avez compris, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal. D'un point de vue éthique, cette délégation du consentement à la machine, qui, à l'extrême du raisonnement, c'est pas encore le cas aujourd'hui, peut être meilleure que l'intervenant humain. Est-ce que c'est la négation de toute éthique, ou est-ce que c'est le volontarisme éthique absolu? C'est-à-dire comme Ulysse qui s'accroche au mât sur son bateau, je connais le caractère faillible de ma nature humaine, mais je veux quand même entendre le chant des sirènes, donc je m'accroche. Là c'est un automate en bois, hein, qui va tracer son chemin et m'amener sur la bonne route quoi qu'il arrive. Donc, est-ce que c'est l'abandon de l'éthique ou est-ce que c'est le volontarisme éthique absolu? C'est sans doute un peu les deux, mais on pourra en discuter si vous voulez. Dernière notion, et là c'est la petite séquence d'autopromo, le point de contact et la mise en balance de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif. Alors, vous comprenez bien ce qui colle pas dans la science-fiction et dans Skynet, dans Terminator, c'est qu'on ne nous explique pas pourquoi, subitement, l'IA devient méchante. Qu'est-ce qui fait qu'elle se dirait « je vais exterminer la race humaine » On ne nous explique pas ça, alors que dans son programme initial, on peut supposer que le programmateur de Skynet, vous voyez, c'est le patron de la société Cyberdyne, pour ceux qui connaissent le film, dans le film, dans Terminator 2, c'est un bon gars.
On voit bien que c'est un bon gars, un scientifique qui est plein de principes éthiques. On ne comprend pas pourquoi, dans son programme initial, il n'aurait pas respecté la première loi d'Asimov, qui est pas une loi juridique, hein, mais qui est un principe de bon sens. En gros, faire en sorte que le programme informatique ne porte pas atteinte à un individu. Donc c'est là qu'on voit que la notion d'intentionnalité négative de l'IA qui est dans la science-fiction est beaucoup plus une reconstruction qui traduit nos propres peurs face à la technologie qu'une réalité informatique. La technologie n'a pas d'intentionnalité, elle est ni bonne ni mauvaise en soi. Par contre, ce qu'Asimov ne pouvait pas imaginer, puisque lui réfléchissait avant l'IA à une interaction homme-machine, c'est la capacité de raisonnement collectif de l'intelligence artificielle, puisque l'algorithme est par construction une réalité multiple. C'est un outil mathématique de traitement de données en très grand nombre et qui déduit de ce traitement de données en grand nombre des propositions d'orientation. Et donc d'une certaine manière, au fil de son traitement, au fil du machine learning et au fil du fait qu'il écarte certaines hypothèses aberrantes pour se perfectionner et mieux atteindre les objectifs de son programme, il procède en continu à un arbitrage entre situation individuelle et intérêt collectif. Pour s'améliorer dans le champ de la santé, l'IA va se dire, peut-être, pour cette patiente-là, avec cette espérance de vie-là, il n'est pas rationnel de lui proposer ce traitement très coûteux-là. Et je le fais pour servir les objectifs initiaux de ma programmation, qui visent à renforcer l'efficience du système et renforcer la qualité ou l'efficacité de la prise en charge de tous. Il le fait avec de très bonnes raisons. Et il améliore, ce faisant, la qualité d'ensemble de notre système de santé. Il le fait avec de bonnes raisons, mais il le fait au prix d'une minoration de la prise en compte des personnes ou au prix de dommages individuels. Si vous réfléchissez bien, cette constatation-là n'est pas du tout nouvelle. C'est la base même de la santé publique. C'est la base même de ce qu'on a appelé l'hygiénisme au XIXe siècle, les mesures dites de prophylaxie, où on interdisait on interdit l'absinthe, parce que l'absinthe causait des troubles à la santé publique absolument massifs. Mais je pense que au moment où a été édicté, il faudrait le documenter historiquement, au moment où a été édictée l'interdiction de l'absinthe, ça a causé de l'insatisfaction chez certains consommateurs d'absinthe. Et donc du coup, la décision a été assumée pour le plus grand bien-être collectif et on a assumé de causer des dommages pour ces consommateurs d'absinthe. Je prends l'exemple pour vous faire sourire, pour que vous compreniez la logique, alors que je pousse à l'extrême dans ce petit bouquin qui vient de sortir, qui commence très bien, merci, et qui en fait, donc c'est la séquence d'autopromo, je vous avais prévenu, c'est en fait un cas qui à l'origine était pas réellement fait pour être une fiction et qu'il est devenu, qui est en fait en gros une hypothèse de raisonnement, qui est qu'est-ce qui se passerait si on faisait gérer un risque épidémique majeur par une intelligence artificielle. J'étais déjà du CHU de La Réunion, on avait été confronté à une suspicion de cas d'Ebola compliqué pendant 5 jours, donc c'est ça que j'essaie d'imaginer en 2025, qu'est-ce qui se passe si on a un risque d'épidémie d'Ebola dans Paris et avec une intelligence artificielle mobilisée pour gérer cette situation. C'est évidemment l'anticipation, évidemment de la science-fiction, mais avec une part quand même de réflexion initiale sur ce qu'est Ebola et la manière dont il se diffuse, et sur le fait qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, vous avez des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont mobilisés pour la prédétection de risques épidémiques sur les pathologies tropicales. La dengue, le chikungunya, on fait du big data et de l'IA, de machine learning, pour essayer de pré-repérer des zones à risque, voyons, en termes de concentration de moustiques, de signaux hémorragiques. Et donc, ce que j'imagine, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que passer le repérage ou la détection du risque épidémique, l'intelligence artificielle est capable, dans une logique, vous voyez, d'IA de parcours, de mobiliser des outils d'intervention dans la situation. Alors, donc, ça m'intéressera d'avoir votre avis sur le bouquin si vous me faites l'amitié de le regarder. Et vous voyez, revenons à Musk
c'est là où sans doute le parallèle avec Musk, ou l'idée d'un risque nucléaire, ou d'un risque important, ou de magnitude importante pour ce qui font les fondements du système, est sans doute là. C'est que vous voyez bien que si vous couplez les deux logiques, délégation de consentement à l'IA et puissance technologique capable de porter sur une échelle jamais vue l'intérêt collectif jusqu'à son point ultime, le risque finalement nucléaire, ou au sens de bombe bioéthique, si on veut utiliser une expression peut-être un peu rapide, c'est que on s'en aperçoive pas en fait, et qu'on vive comme moi, comme consommateur heureux de Netflix, avec un mécanisme de gestion de situation dans lequel on délègue de plus en plus notre consentement à l'intelligence artificielle, et dans lequel on minore de plus en plus la prise en compte des situations individuelles dans l'intérêt du plus grand nombre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est éthique ou pas éthique? On peut se poser la question de la même manière qui serait, et je reviens au constat de départ, et à mon avis le problème éthique principal, encore une fois, c'est l'insuffisance de la mobilisation du numérique, l'insuffisance de la mobilisation de l'IA, l'insuffisance du pilotage par les données dans notre système. Mais quand même, ces risques associés au point de contact entre algorithmique génétique et génétique algorithmique, ce sont des risques dont vous voyez bien qui ne sont pas neutres par rapport à ce qui est aujourd'hui notre modèle de vie en société. Et encore une fois, vous avez bien compris que tout ça est très socio-culturel. Vous avez d'autres types de sociétés dans lesquelles l'arbitrage entre individuel et collectif se règle assez systématiquement par le collectif. Et que donc tout ça a à voir avec une notion sans doute de culture, une notion de système politique, une notion de vivre ensemble. Et encore une fois, c'est pour ça que je me permets d'insister sur ça, le risque afférent à cette manière de faire est sans doute de toucher à un certain nombre de valeurs qui fondent aujourd'hui notre société sans qu'on s'en aperçoive. Qu'on fasse le choix de basculer dans un modèle qui donne peut-être plus de valeur au collectif qu'à l'individu, c'est un choix sociétal, politique, mais il serait sans doute pas respectueux des exigences d'une société démocratique avancée que ce choix s'opère sans qu'on s'en aperçoive. Alors, une fois qu'on a dit qu'il y avait des enjeux de régulation, comment est-ce qu'on régule? Alors là, vous voyez, je vais redescendre de quelques étages. Parce que vous avez compris mon point. Je ne crois pas que ces questions de principe, ou je ne crois pas réellement que ces questions de principe se traitent par des réponses de principe. Je pense qu'on a des risques très concrets auxquels il faut répondre, ou qu'il faut prévenir par des outils très pratiques. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, et encore une fois ça ne vaut que comme contribution académique, donc on présentera tout ça à nouveau, je vous invite, on fera un colloque au Sénat le 2 juillet avec l'initiative Ethikia sur la présentation de ces outils pratiques. Donc ça c'est un draft de norme cadre qu'on a présenté au mois de mars, sur finalement en santé, c'est quoi, ça peut être quoi les clés de régulation positive du déploiement de l'IA et de la robotisation en santé. On fait un appel à commentaires sur ce projet. Donc c'est quoi? Clé 1. Alors information et consentement du patient, et vous avez vu, la matière bouge tellement vite que quand on a écrit ça, alors là je vous le présente sur 6 diapos, en réalité on s'est fixé comme contrainte que ça tienne sur une seule page, et en pratique ça tient sur une seule page. Et donc on pourrait essayer, vous voyez, de mettre le moins de normes possible, parce que comprenez bien le truc, si on met de la surréglementation en France, on va bloquer le développement de l'innovation, et premier Netflix effect, l'innovation de l'IA en santé se développera ailleurs et reviendra par la fenêtre, nous sera demandée et imposée par nos patients et nos professionnels, alors même que la solution technique aura été conçue dans un cadre dont nous n'aurions pas l'assurance a priori du caractère éthique ou pas éthique. Donc information préalable du patient, sans penser que ce serait sans doute un point à mettre dans la loi de bioéthique. Depuis avant-hier, c'est moins sûr, parce que sans doute la jurisprudence du Conseil constitutionnel y pourvoit désormais.
Sur le consentement du patient, donc là l'idée c'est de prévenir de circonscrire le risque de délégation de consentement. Et là, notre droit de la santé fonctionne plutôt bien parce que le principe de recueil du consentement est ferme, clair et non équivoque. Et il faut sans doute pas bouger la disposition, y développer peut-être des normes de certification complémentaires, mieux adaptées à un mode de prise en charge en intelligence artificielle, renforcer le recueil de délégation le recueil du consentement pour les personnes vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées, imaginer des mécanismes de recueil de consentement plus séquentiels. Ça, c'est pour faciliter le déploiement de l'IA. Vous voyez bien l'IA de parcours avec son réseau d'options. Il est plus simple et sans doute plus efficace en termes de recueil du consentement qu'on vous demande votre avis au début du parcours sur un faisceau d'options possibles et pas sur une seule situation prise en charge. Et qu'on vous demande de consentir, y compris et même à des options qui ne se réaliseront jamais, mais pour permettre la séquentialité du développement du parcours. Donc ça veut dire que le consentement devient plus séquentiel, il devient plus complexe, et qu'il faut des outils pour accompagner son recueil. Donc ce qu'on propose, c'est de revivifier une institution qui existe dans notre droit, qui est la personne de confiance. Vous voyez, le tiers à qui vous pouvez vous demander de vous aider dans votre parcours. Donc là, ça pourrait être un rôle, pourquoi pas, pour les représentants des usagers, les associations de patients, à condition qu'on développe, y compris auprès d'elles, la formation aux enjeux de la médecine algorithmique, pour que quand on me propose une solution, je puisse avoir faire appel à un tiers de confiance qui m'aidera à consentir face à un recueil de consentement plus complexe. Clé numéro 1. Clé numéro 2, plus nouvelle, la garantie humaine de l'intelligence artificielle. Il y a sans doute intérêt à poser ce principe dans la loi, mais à ne pas le définir plus que ça. Garantie humaine de l'IA, vous voyez, c'est peut-être la conséquence de la deuxième interprétation du Conseil constitutionnel. Le Conseil dit qu'il ne peut pas y avoir un mécanisme d'algorithme de machine learning qui fonctionne tout seul. Donc développons des mécanismes pour l'accompagner, mettre en place cette garantie humaine, en posant le principe dans la loi et en établissant des principes pratiques de contrôle comme normes de certification permettant la mise en place de procédés de vérification régulière de dossiers tirés au sort de manière aléatoire ou de manière ciblée pour aller s'assurer au fil du développement du machine learning que l'IA, quand elle traite les dossiers, reste sur une piste médicalement efficace et éthiquement responsable, avec un collège pluridisciplinaire à la fois médical, soignant et auquel participent le cas échéant les patients, qui s'assurera que la piste de machine learning reste efficace médicalement et éthique responsable. Et on propose aussi de faire reconnaître un nouveau cas d'ouverture de la télémédecine qu'on appelle la télémédecine de garantie humaine. C'est un concept, un dispositif qu'on travaille avec la Société française de télémédecine. C'est intuitif. Vous êtes patient ou médecin de première ligne, l'algorithme vous propose telle option diagnostique et puis vous avez un doute. Votre médecin ou vous avez un doute, vous achetez pas la solution, eh bien vous passez un coup de fil à un ami ou vous faites une téléexpertise ou une téléconsultation avec un médecin spécialisé pour vous aider à gagner le recul que vous n'auriez pas tout seul face à la proposition algorithmique. Et vous voyez bien que cette télémédecine de garantie humaine, elle peut avoir des cas d'application différents, soit des hypothèses dans lesquelles il n'y a pas suffisamment de données, on est dans de la médecine trop spécialisée pour que l'algorithme puisse proposer un diagnostic fiable, soit la situation, peut-être statistiquement faible, statistiquement négligeable, je mets entre guillemets, mais qui correspondra au réel, qui est que la médecine n'est pas automatique. Et que jusqu'à preuve du contraire, le vivant n'est pas résumable à des codes ou à de l'informatique pure. Et là, il faut appeler le professeur Breccia ou le super Dr House, qui sera le médecin ou professionnel avec de l'expérience, qui, d'une certaine manière, saura dire dans cette situation-là, j'achète pas, et on va trouver une autre explication et une autre type de solution. La troisième clé de régulation, c'est d'essayer de mieux graduer la régulation en fonction du niveau de sensibilité des données. J'évoquais ça tout à l'heure. Vous voyez, sortir de cette logique du big data, donc vous voyez bien qu'elle est un peu éthiquement dangereuse. C'est-à-dire que si on met toutes les données sur le même plan, ça veut dire qu'on ne protège pas suffisamment peut-être ce qu'il y a d'essentiel. Et je viendrai sur ce qu'on fait dans un instant avec l'IHU Imagine. Clé numéro 4, c'est moins le sujet de ce soir.
accompagner l'adaptation des métiers, essayer de faire en sorte qu'on anticipe mieux les impacts sur l'évolution des métiers du secteur sanitaire et médico-social, et puis qu'on essaie de redéployer une partie des gains d'efficience dans le système générés par le développement de l'IA et de la robotisation pour accompagner et mieux former de manière initiale et continue les professionnels de santé à ces enjeux pour qu'ils mesurent les intérêts, les avancées, mais aussi les risques associés et qu'ils sachent ce que c'est qu'un algorithme, qu'ils sachent quels sont les points de sensibilité éthique. Et oui, dans le discours un peu sur ces questions-là, il y a ce que je considère comme étant un peu un mythe, c'est l'idée qu'on va former les médecins au code. Quand j'ai fait mon DEA, on m'a apporté des rudiments de programmation en COBOL que, j'ai oublié, et deux, qui aujourd'hui ne me servent plus à rien du tout fonctionnellement. Donc, j'en tire quand même l'enseignement que si on forme aujourd'hui nos médecins à du code valable en 2018, c'est la meilleure assurance que dans 15 ans, ça leur servira à rien. Par contre, leur apprendre quelques éléments de sensibilisation générale à ce que sont les algorithmes, à la manière dont ils peuvent les utiliser, ça paraît impératif dans le monde, dans le système de santé d'aujourd'hui. Et puis la cinquième clé, une supervision externe indépendante qui, sous-entendu, vérifiera les 4 premières clés, la manière dont elles se déploient. Alors, c'est quoi une supervision externe indépendante ? Ça, c'est un choix politique. Vous pouvez avoir la version soft, c'est on délègue tout au privé, des normes de self-compliance, et ça peut être conforme à un objectif d'incubation d'une innovation industrielle en déploiement. À l'autre extrême du spectre, un mécanisme tout public, tout contrôlé de A à Z, avec le risque que l'innovation soit bloquée, et peut-être entre les deux une forme intermédiaire à préconiser, par l'interrogation, qui n'est pas inconnu dans le champ de la santé, où on identifie une autorité investie d'une dose de souveraineté, type haute autorité de santé, et qui s'assure de la fonctionnalité d'un mécanisme de supervision externe délégué à des opérateurs privés et aux utilisateurs de ces technologies. Donc, vous voyez, une norme générale, quelques principes, certains à entrer dans notre droit. Donc là, jusqu'à hier, je vous aurais dit l'information préalable du patient sur la médecine algorithmique et le principe de garantie humaine. Depuis hier, je vous dis peut-être plus que le principe de garantie humaine. Là, le Conseil constitutionnel ayant réglé la question pour l'information préalable du patient. Et puis en plus de ça, une fois que vous avez mis en place un dispositif de certification, vous voyez bien que ce corpus-là ne suffit pas pour aborder les enjeux majeurs associés au point de contact entre algorithmique génétique et génétique algorithmique. Alors c'est ce qu'on fait avec l'IHU Imagine de Necker, qui est un IHU de génétique, et on essaye de décliner la clé numéro 3. Vous voyez, l'idée de graduer le niveau de protection des données santé en fonction de leur sensibilité. Donc c'est ce qu'on présentera au Sénat le 2 juillet, on est en phase de finalisation de ces travaux. Imagine qu'il y a des bases de données très importantes en génétique, 500 000 en génétique pédiatrique, 500 000 patients, 5 millions de comptes rendus médicaux, a déjà avec Necker une expérience d'IA de premier niveau avec la solution Dr Warehouse qui permet de raccrocher des comptes rendus médicaux à un gène et à partir d'un gène donné d'aller chercher des situations médicales correspondantes. C'est pas du machine learning parce que vous voyez il n'y a pas d'orientation d'aide à la décision, mais c'est un algorithme qui permet d'établir des correspondances. Et Imagine a reçu une labellisation pour un RHU, c'est un projet de recherche hospitalo-universitaire de pointe, pour développer une expérience de machine learning sur un type de pathologie particulier qui sont les ciliopathies rénales. Concevoir un algorithme de machine learning et le faire tourner sur les bases de données génomiques d'Imagine et les bases de données cliniques de Necker pour essayer de mieux comprendre les racines génétiques de cette pathologie rénale avec un niveau d'évidence scientifique montrant que les facteurs génétiques sont majeurs et que demain la thérapie génique pourra permettre d'apporter des réponses pour les patients qui souffrent de cette pathologie. Et donc vous voyez bien que l'IA appliquée à ça peut permettre à la génétique et à la génomique de gagner des avancées médicales majeures en traitant des masses de données qui étaient hors de portée des généticiens jusqu'à très récemment. Donc il y a
un champ de possibles très important à ouvrir, mais en même temps, une situation en termes de fonctionnalité et de protection qui n'est pas satisfaisante. Pourquoi ? Parce que c'est pas satisfaisant en termes de fonctionnalité, parce que comme notre RGPD ne gradue pas suffisamment le niveau de protection suivant la sensibilité des données, et ben en fait, ce qui serait utile pour faire progresser la génétique, pardon, c'est-à-dire avoir un cadre dans lequel on met ensemble des données génomiques, des données cliniques, des données de recherche, pour essayer d'aller mieux comprendre l'origine d'une pathologie et en déduire des thérapies géniques, tout ceci est barré par une série d'obstacles formels qui empêchent par exemple à des non-cliniciens mais mathématiciens d'aller traiter des données cliniques et réciproquement. Et donc vous voyez cette idée de fusionner à la fois les expertises et les jeux de données pour aller loin dans le développement du machine learning est très très compliqué à faire en l'état de notre droit. Et en sens inverse, comme il n'y a pas de régime de protection spécifique lié au risque afférent au point de contact entre algorithmique génétique et génétique algorithmique, et ben en fait on ne sécurise pas les deux risques. Risque externe, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera demain si une IA généraliste conçue hors de chez nous est appliquée sur le système d'information général de l'hôpital au sein duquel ou à côté duquel est attaché un centre de recherche qui dispose d'une base de données génomique. On s'expose au risque théorique mais réel de pompage de notre génome par une IA conçue ailleurs et le cas échéant avec des clouds ou des data centers sur lesquels nous n'aurions aucune maîtrise. Ça c'est le risque de captation externe. Et puis vous avez un deuxième risque qui est le risque du qu'est-ce qui se passera. Qu'est-ce qui se passera quand on fera tourner une IA de machine learning sur des bases de données génomiques très larges. Il y aura cet effet de mutation au sens algorithmique du terme. Le code et l'IA va muter pour passer en mode de raisonnement artificial life dans une forme nouvelle qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passera ? J'en sais rien, mais je pense qu'il est raisonnable de dire que pour nous tous, il vaut mieux que ça se passe dans un cadre un peu protégé. Et informatiquement protégé, c'est-à-dire avec des mécanismes de pare-feu, des mécanismes peut-être de création d'un environnement informatique qui soit distinct de l'environnement de droit commun de l'établissement de santé dans lequel les choses se passent, pour permettre aux chercheurs d'aller le plus loin possible dans la recherche. Notre grille ou notre point de référence, c'est, vous voyez, la norme P1, P2, P3, P4 qui existe vis-à-vis des laboratoires sur les agents pathogènes. Quelle que soit la dangerosité du pathogène, on peut faire des travaux cliniques, des travaux de soins, des travaux de recherche, à condition de s'entourer de principes de protection pratique. Vous voyez, on n'est pas dans du droit, c'est en gros de l'épaisseur de verre, du niveau de protection de la combinaison, pour aller faire de la recherche sur Ebola. On prenait l'exemple tout à l'heure, on peut le faire, mais à condition de le faire dans un environnement sécurisé. Et là, l'idée, c'est de dire, est-ce que finalement l'IA qui va au plus loin qu'elle peut sur les données génomiques, c'est pas le P4 de l'intelligence artificielle en santé. Donc c'est ce qu'on essaye de faire pour essayer de gérer ce double effet de diffusion du point de contact entre génétique algorithmique et algorithmique génétique. Alors, vous avez compris ma conclusion, c'est que dans notre histoire, et il faut toujours en revenir à ça, la France a plutôt montré qu'elle savait réguler ou réglementer, ça elle savait le faire, mais qu'elle avait plutôt du mal à identifier et soutenir les facteurs ou les déclencheurs de développement de l'innovation. On est là sur un sujet qui est source de gains potentiellement extraordinaires, je pèse le mot, pour notre système de santé. Éviter les situations absolument inacceptables dont je vous parlais en introduction, liées à l'insuffisance du pilotage par les données de santé, l'insuffisance du numérique, l'insuffisance du déploiement d'intelligence artificielle dans notre système. Il faut mettre un terme à ça et il y a une urgence éthique à le faire très certainement. Et il faut, comme dans le cas d'Imagine, donner plus de marge de manœuvre aux équipes de soins, d'enseignement et de recherche pour aller à l'avant de la recherche et du soin au niveau mondial pour essayer de sortir d'un certain nombre de carcans dans lesquels leur exercice est aujourd'hui enfermé. Vous voyez bien que le rôle est majeur pour le débat public et citoyen sur ces questions. Ce n'est pas forcément des questions très simples, mais en même temps,
c'est pas forcément, je pense, pour l'avoir vu dans les états généraux de bioéthique, dans une série de discussions, ce ne sont pas des questions qui sont hors de portée de la compréhension de nos concitoyens, pour autant qu'on essaye de sortir, vous voyez, un peu du voile d'opacité technique qui est parfois un peu répandu sur ces questions, avec des mots compliqués qui, en réalité, renvoient à des questions qui peuvent sans doute s'appréhender de manière plus simple. Et puis il y a une notion fondamentale, c'est que le temps est compté. Au moment où on essaie de finaliser ce travail avec Imagine pour essayer d'écrire un draft de prototype de normes de bon usage de l'IA en santé appliquée aux données génomiques, pendant ce temps-là, vous avez toute une série d'endroits dans lesquels on ne s'embarrasse pas de ce type de précautions, quoi. Où on fait tourner de l'IA de machine learning dans des cadres fusionnant sans distinction les données génomiques et les données cliniques. Qu'est-ce qui se passera? Sans doute le meilleur, mais aussi peut-être le pire. Donc il faut essayer de porter, je pense que c'est sans doute un message qui là devient raccord avec un certain message français sur ces questions de santé, une vision éthique et responsable de l'avancement de la science et de la santé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous avez sûrement des questions.